Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel bilan de mes lectures réalisées pendant le mois de juin. J'ai toujours un doute au moment de dire le mois, donc c'est bien le mois précédent. Un mois où j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, en gros 7 romans. Je dis en gros parce que j'ai lu une intégrale, donc en gros j'ai lu plutôt 9 romans, mais 7 ouvrages en tant que tel. Voilà, un mois qui a globalement été plutôt bon à une exception près. Hein. On va dire qu'il y a eu un gros flop et on va démarrer par le titre qui a été un gros flop. La trilogie d'ailleurs hein, est un flop. J'ai terminé la saga Serpent and Dove de Shelby Mahurin, publiée chez De Saxus avec ce tome 3 qui est Gods and Monsters. Alors, un tome 3 que j'ai lu en lecture commune avec Dorian, Monsieur Cabric. On est globalement du même avis, donc dans cette histoire, dans le tome 1, en tout cas, on va faire la connaissance de Lou, une jeune sorcière, et de Reed, un chasseur. Dans cet univers, il existe des sorcières qui sont chassées par voilà, des chasseurs qui sont des espèces d'inquisiteurs. C'est une chasse aux sorcières un peu, comment dirait-on, un peu institutionnalisée, voilà. Sauf que bien évidemment, vous vous doutez que certaines femmes sont véritablement des sorcières, mais pas toutes. Et donc Lou est une vraie sorcière. Par un concours de circonstances, ils vont être amenés à se marier et c'est le début, j'allais dire, des emmerdes. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, le tome 1 avait été globalement une lecture sympa. Le tome 2, un flop, parce que franchement, je l'avais trouvé très long pour pas grand chose. Très ennuyeux avec Lou et Reed qui me sortaient par les yeux. Et je fondais... Alors, beaucoup, je vais mettre des guillemets à beaucoup, d'espoir sur ce tome 3. En tout cas, j'espérais passer un minima un bon moment. Bon, ça n'a pas été une torture, mais ce tome 3 n'a pas du tout relevé le niveau du tome 2. Alors, j'avais trouvé que dans le tome 2, il se passait rien du tout. Ici, c'est mieux de ce point de vue-là. Il se passe quand même beaucoup plus d'événements. On a moins l'impression d'avoir des pages pour avoir des pages. Donc ça, c'est plutôt cool. Il se passe un petit peu plus de choses. Mais Lou et Reed sont deux personnages qui me sortent par les yeux. Je ne peux plus les voir. Ils passent leur temps à se chamailler, à chouiner. Je ne me suis pas attachée à eux en fait. Et l'ennui profond que j'ai eu dans le tome 2 et l'impression que c'était un tome complètement inutile, bah en fait ce tome 3 il n'a pas du tout rattrapé les choses. Oui, il se passe plus de choses. J'ai eu un bon espoir au début où vraiment j'ai senti que ça repartait un peu comme dans le tome 1 avec peut-être un peu plus de dynamisme. Mais finalement, l'autrice, elle enchaîne un certain nombre d'événements. Je vois pas bien l'intérêt de ces événements. En fait, il y a des personnages qui arrivent, qui partent. Il y a certains personnages, je me demande finalement quel était leur intérêt dans l'histoire. On les découvre dans le tome 2 et on se dit waouh, ça va donner quelque chose de cool. Bah en fait, ça donne rien. Voilà. Donc moi, j'ai pas vu vraiment l'intérêt de certains personnages. Et puis, une fois le début passé où je me suis dit, ah, on a des choses un peu intéressantes, elle va pouvoir utiliser et développer. On repart dans les travers du tome 2, c'est long, il se passe à nouveau pas grand-chose, ou alors les choses qui se passent, j'y vois pas d'intérêt, ni dans l'histoire, ni pour l'attachement au personnage. Je n'avais aucun attachement au personnage, mais vraiment aucun. Les personnages secondaires trouvent un petit peu plus grâce à mes yeux, mais voilà, il y a des scènes de sexe inutiles aussi. Il n'y en a pas énormément, mais c'est assez inutile. La fin, je l'ai trouvée sans intérêt, sans émotion. Voilà. Donc, il se passe des choses, hein, il arrive des choses à nos personnages et aux personnages secondaires, des choses qui auraient pu, dans un texte normal, hein, voilà, que j'aurais pu trouver émouvantes, touchantes. Là, franchement, non. Encéphalogramme plat tout au long de ma lecture, franchement, c'est une vraie déception cette trilogie. Je vais pas la garder d'ailleurs, je vous le dis tout net, hein, elle va finir, si elle n'est pas déjà vendue sur Vinted au moment où la vidéo sort, ça ne va pas tarder. Sans intérêt, beaucoup d'ennuis, je la relirai pas. Je sais pas si je relirai l'autrice, mais franchement, je suis arrivée à la fin avec un sentiment de tout ça pour ça, et généralement, c'est pas très bon. Donc, merci à Dorian de m'avoir accompagnée jusqu'au bout. Ensuite, dans le mois de juin, j'ai réussi à lire la trilogie Ring. Et oui, j'ai lu les trois, dont Ring, la double hélice, pardon, et la boucle de Koji Suzuki. Et moi, j'ai une intégrale publiée chez Pocket. Donc, j'ai lu cette intégrale. J'ai le tome 0, qui est donc le préquel, qui est dans ma palle. Et il y a juste un 4e tome qui s'appelle Sadako, que je n'ai pas encore. Mais voilà, je compte me le procurer
quand même. Alors quand même, vous allez comprendre pourquoi. Donc si jamais vous ne connaissez pas Ring, au début de l'histoire, on fait la rencontre d'un journaliste qui va se découvrir que des jeunes gens au Japon sont décédés tous au même moment et a priori d'un arrêt cardiaque, ce qui est assez, enfin c'est même pas seulement un arrêt cardiaque, c'est une maladie cardiaque assez spécifique, et que ces jeunes gens soient décédés tous en même temps de cette même maladie, c'est assez étonnant. Surtout que le journaliste va également finir par découvrir que ces jeunes gens se connaissaient et qu'ils avaient passé, quelque temps avant leur décès, un week-end dans un lieu précis. Voilà, je ne dirais pas plus. Si vous avez vu les films, vous savez à peu près là où on va aller. Et si jamais vous n'avez pas vu les films, en tout cas le premier Ring, la version japonaise, je précise, vous connaissez peut-être de nom. Voilà cette histoire. J'ai beaucoup aimé Ring, vraiment le tome d'origine. Alors, contrairement, je m'attendais à une histoire fantastique, hein, puisque les films qu'a donné l'adaptation, c'est plutôt des films d'horreur ou fantastiques, ça dépend de votre sensibilité. Ici, non, on est plutôt dans un thriller assez addictif, assez haletant, où on va suivre notre journaliste, voilà, qui va remonter le fil de cette histoire, et une histoire assez linéaire finalement, où il va mener son enquête et de fil en aiguille, il va avancer jusqu'à la résolution de ce fameux mystère. Pourquoi sont-ils morts et comment, de quoi sont-ils morts ces jeunes gens? Donc c'est vrai que cette enquête, il y a vraiment très peu. L'ambiance fantastique, c'est quasi inexistante. On a par contre vraiment une ambiance d'enquête policière assez linéaire. Si vous avez vu le film Ring, vous aurez assez peu de surprises. Voilà, j'ai pas eu... Il y a vraiment une grosse ressemblance avec le film, en tout cas de ce que je me rappelle, parce que je l'ai vu il y a quand même un petit moment, mais voilà, des grandes idées générales que j'avais du film, vous les retrouvez dans Ring. La trame principale, elle est présente. Juste petit bémol pour ma part, il y a... alors, je trouve que globalement, les personnages sont pas forcément très sympathiques, hein. Les femmes n'ont pas non plus un rôle absolument incroyable. Et il y a notamment un personnage qui va être l'alter ego de notre journaliste, un petit peu, qui est un homme. Lui, il a un comportement avec les femmes qui est particulièrement déplacé. Voilà, hein, on va dire ça comme ça. Il y a des comportements et des réflexions qui sont un peu gênantes, un peu malaisantes par moments. Et ouais, il y a 2-3 trucs qui m'ont un petit peu, alors j'irai pas jusqu'à dire choqué, mais gêné dans l'histoire. Je préfère le préciser. Donc globalement, ce tome 1, une bonne lecture. J'ai passé un très bon moment et j'ai démarré du coup le tome 2, Double Hélice, plutôt en confiance. Voilà. Il y a un certain nombre de choses que je ne vais pas trop pouvoir vous dire par rapport à Double Hélice et à la boucle, notamment par rapport à ce qui ne m'a pas plu dans ces deux romans, puisque effectivement il y a quelque chose qui ne m'a pas plu. Le problème, c'est que si je vous en parle trop, je vais vous spoiler. Donc si jamais vous avez lu Double Hélice et la boucle, n'hésitez pas à venir me voir en MP sur Instagram, ou alors en parler en commentaire de cette vidéo, mais en faisant vraiment très attention à ne pas spoiler les autres, parce que moi j'ai découvert quelque chose dans cette histoire que je ne connaissais pas du tout, et j'ai été assez surprise. Donc ici, dans Double Hélice, l'auteur il va prendre une orientation très étonnante. En tout cas, pour moi, j'ai été très surprise et très étonnée de l'orientation, de ce vers quoi va aller l'auteur. Par contre, cette orientation, moi, elle m'a un petit peu gênée. Il y a plusieurs parties qui ne m'ont pas du tout intéressée parce que c'est extrêmement développé, extrêmement détaillé. Est-ce que c'est réaliste ou pas? Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Crédible plutôt que réaliste ou pas. Je ne suis pas en mesure de vous le dire parce que je ne maîtrise pas du tout ce sujet-là, mais il n'empêche que l'auteur prend beaucoup de temps à expliquer certaines choses. Alors, je reste volontairement assez obscure. Ces explications, elles m'ont un petit peu perdue par moments. Et puis, j'ai eu aussi du mal, notamment en termes de crédibilité, à y croire et à adhérer à ce que l'auteur nous proposait dans Double Hélice. Voilà, je m'arrête à ça. Je ne vais vraiment pas trop vous en dire. Et dans la boucle, c'est long, c'est très long. Il se passe vraiment pas grand chose, je trouve, dans ce tome. L'auteur, il va approfondir l'idée qu'il a proposée dans Double Hélice, mais j'avais eu du mal à y adhérer dans le tome 2. J'ai eu encore plus de mal à y adhérer et à vraiment y croire dans le dernier tome, dans la boucle, sachant que l'auteur, il va vraiment très loin dans son idée. Il y a à nouveau beaucoup d'explications. Je pense que c'est fait pour donner de la crédibilité, mais moi, ça a surtout eu tendance à me perdre. Alors, à m'embrouiller, je sais pas, parce que je comprenais pas forcément toujours tout, mais voilà. Alors,
sur les 3 tomes, notamment sur ces 2 tomes-ci, et surtout sur le dernier, qui est celui qui m'a clairement le moins plu, ça se lit toujours bien, c'est assez fluide, on avance très bien. Globalement, ça reste intéressant, mais je suis sortie assez mitigée, principalement de la boucle, qui est vraiment sur les 3 tomes, celui qui m'a le moins convaincue, notamment par rapport à cette orientation voilà, qu'a choisi de donner l'auteur à son histoire, et auquel je n'ai pas particulièrement adhéré. Donc voilà, je pense que si vous adhérez à ce qu'il propose, c'est banco. Si comme moi, vous restez un peu sur votre faim, voilà, ça ne marchera pas forcément. En tout cas, globalement, je suis très contente d'avoir découvert au minima Ring, et donc la série complète Ring. Comme je disais, je lirai le tome 0 que j'ai dans ma palle et le tome 4 que l'auteur a sorti bien après ces tomes-ci. Je suis curieuse de voir là où a été l'auteur. Il aborde quelques sujets qui sont aussi également plutôt intéressants. Voilà, globalement, une chouette lecture. Je suis contente de l'avoir découvert et je peux que vous recommander de découvrir à minima Ring. Voilà. Peut-être pas Double Hélice et la boucle. Ouais, je serais un peu embêtée pour vous les recommander. Mais Ring, je pense que ça vaut le coup d'être découvert. Même si vous avez vu les films, parce que globalement, l'ambiance, elle est quand même un petit peu différente. Voilà. Moins horrifique et moins fantastique que les films. Voilà. Ensuite, un roman que j'ai lu en lecture commune avec Sylvaine. Grand merci à elle de m'avoir accompagnée. Et c'est elle qui m'a proposé que nous lisions ensemble La Maison des damnés de Richard Matheson, publié chez J'ai lu, un grand classique de la maison hantée. Puisque ici, on va suivre 4 personnages qui sont envoyés par un homme richissime pour aller habiter pendant, je crois que c'est à peu près une semaine, dans une maison hantée, donc une maison qui est réputée hantée depuis, alors ils disent d'ailleurs depuis 30 ans. Ces 4 personnages doivent soit réussir à survivre dans la maison, soit réussir à démontrer que la maison est hantée ou pas hantée. Voilà. Donc on a un docteur et sa femme, on a une spirit et puis un homme qui a déjà essayé de survivre dans cette maison plusieurs années précédemment et qui du coup va revenir fort de son expérience passée. Voilà. Alors l'ambiance dans cette lecture, elle est vraiment très oppressante et c'est vraiment excellent. Je pense que c'est typiquement le genre de roman, si vous voulez vraiment vous mettre dans une ambiance comme ça, un peu glauque, un peu noire, un peu inquiétante. Genre, vous pouvez le lire peut-être comme quand vous étiez enfant, genre dans le noir avec une lampe, quoi. Vous voyez, on sera vraiment dans cette ambiance oppressante, angoissante, inquiétante. Voilà, c'est un huis clos. Et pendant tout le roman, on va alterner entre la folie et la réalité, le fantastique. Voilà, on est toujours à cheval entre les deux. On ne sait pas, en tout cas, quand on lit, si ce qu'on lit, c'est vraiment la maison est complètement hantée et du coup, elle va complètement envahir nos personnages. Ou si le fait d'être dans ce huis clos va les angoisser et va les faire complètement péter les plombs. On est vraiment à cheval entre les deux, c'est très bien fait. Il y a plusieurs scènes qui sont très glauques, donc pour les plus sensibles à éviter. Il y a quelque chose qui m'a gênée et qui, je crois, a également un petit peu gêné Sylvaine. On ne s'attendait pas à avoir une sexualisation des personnages féminins extrêmement présente. On a même plusieurs scènes de sexe qui m'ont étonnée. Je ne m'attendais pas du tout à avoir ça non plus. Sachant qu'en plus, cette sexualisation, elle n'a pas grand intérêt. Franchement, je vois pas l'intérêt d'avoir ultra sexualisé ces femmes, notamment la spirit qui accompagne le groupe là. Voilà, elle est décrite d'une certaine manière et je voyais pas l'intérêt. Donc ça m'a un petit peu fait lever les yeux au ciel. Finalement, sur ces quelques personnages, ce sont justement les personnages féminins qui sont quelque part les plus intéressants. On a donc du coup les deux, donc on a 2 femmes et 2 hommes du coup. Je trouve que finalement c'est les 2 femmes qui sont peut-être les plus développées. Les personnages masculins, ils restent un petit peu dans leur stéréotype. Le scientifique qui s'accroche comme ça à la science, qui refuse de voir l'univers fantastique. Et puis de l'autre côté, l'ancien habitant de la maison, on va dire, qui lui, c'est tout l'inverse. Lui, il pense vraiment 100% fantastique et il ne croit pas du tout aux méthodes scientifiques. Donc on va avoir comme ça cet affrontement aussi entre la science et puis le surnaturel, qui est plutôt bien mené. Mais c'est vrai que je trouve que les personnages les plus creusés, finalement, sont les 2 personnages féminins.
Ça se lit très bien. J'avoue que j'ai passé un très bon moment de lecture. Je ne peux pas dire le contraire, hein. C'est addictif. On a envie de savoir jusqu'où l'auteur va nous emmener, jusqu'où va-t-il emmener ces personnages, que va-t-il leur arriver. Peut-être un petit peu déçu de la fin, que j'ai trouvé un peu quelconque, on va dire. Bien que j'ai été malgré tout surprise par un certain nombre d'événements qui arrivent. Mais voilà, la fin, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Non, je garde vraiment comme souvenir de cette lecture, cette maison, qui est, je pense, personnage à part entière. Hein. Cette maison qui est, ouais, qui est complètement oppressante. Et voilà, on n'arrive jamais vraiment à savoir où est la limite entre folie et réalité, on va dire. Et ouais, voilà, c'était une bonne lecture. Et je suis ravie de l'avoir découvert puisque c'est un classique de la maison hantée. Je passais un chouette moment, voilà, je ne peux pas dire le contraire. Et je relirai d'autres titres de l'auteur. Voilà, merci à Sylvaine de m'avoir accompagnée sur cette lecture commune et de me l'avoir proposée surtout. Je vous l'ai déjà dit, mais bien évidemment, si dans mes pales, vous voyez des romans qui vous intéressent et que vous avez envie qu'on lise ensemble, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Insta. C'est quand même le plus facile pour tout le monde, je pense. Et voilà, et on se programme ça et on passe, je l'espère, en tout cas, un très bon moment. J'ai ensuite terminé une saga. C'était le mois de fin de saga puisque j'ai fini Serpent and Dove et j'ai terminé Blackwater. J'ai lu les tomes 5, La Fortune, et le tome 6, La Pluie de Michael McDowell, publié chez Toussaint L'Ouverture. Je ne vais garder que le tome 6 dans la main. Voilà. Toujours excellente lecture. Moi, je fais partie... Alors, peut-être pas des ultra fans de la saga, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé ces 6 tomes. Les tomes 5 et 6, mais ça c'est valable depuis le début, hein, c'est ultra addictif. Alors les romans pardon, sont très courts, ça se lit ultra bien, ultra vite. On continue de suivre donc la famille Casquet sur toutes ces décennies, avec ses descendances, avec ses enfants, ses petits-enfants, ses oncles, les gens qui se rajoutent, etc. Donc tous ces personnages qui tournent autour de la famille Casquet. Blackwater, pour moi, c'est vraiment une saga familiale avec une touche de fantastique. Voilà, pour moi, on est vraiment sur ça. On n'est pas sur une saga horrifique, on est vraiment sur une saga familiale et on va les suivre dans l'Amérique des années 30, je crois, jusqu'aux années 70. Je crois qu'on va jusqu'en 70, il me semble. Donc, on les suit vraiment sur plusieurs générations. Et si on adhère à la famille Casquet, on passe un très bon moment, ce qui a été mon cas. Si on n'accroche pas et si on n'aime pas forcément non plus les sagas familiales, je comprends que ça plaise moins. Ou éventuellement, si on s'attend à quelque chose d'extrêmement horrifique, pas du tout. Non, non, pour moi, c'est une saga familiale avec une pointe de fantastique. J'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup aimé les suivre. On a les années qui filent, qui défilent. On voit l'évolution aussi de l'Amérique et des modèles économiques hein, qui évoluent et qui se transforment. Petit bémol quand même parce que je trouve que la fin, l'auteur prend son temps sur 5 tomes et puis la fin, elle arrive un petit peu vite. Je regrette aussi qu'on n'ait pas plus de réponses, même si voilà, on devine un certain nombre de choses et si je savais qu'on ne saurait pas tout à la fin, ça ne m'a pas gênée. Plus que ça, j'aurais aimé peut-être avoir quelques certitudes en fait. Voilà, j'aurais aimé avoir quelques certitudes. Je pense que, voilà, mais je suis pas certaine à 100%. Voilà, même si l'auteur nous laisse quand même pas mal d'indices. Mais je trouve que dans ce tome 6, on a une ambiance un petit peu nostalgique. On a l'impression que c'est une fin de cycle, quelque chose qui se termine. Et j'avoue que quand j'ai terminé Blackwater, j'ai quand même eu un petit pincement au cœur à l'idée de quitter cette famille, la famille Casquet. Je me suis beaucoup attachée à cette famille et voilà, je les ai lus sur 6 tomes quand même. Donc ça prend beaucoup de temps et d'énergie quand même. Et voilà, je vais les garder dans ma bibliothèque. Les objets livres sont magnifiques, mais vous savez que c'est pas le seul critère chez moi. J'ai passé un excellent moment de lecture sur Blackwater. Moi, je ne peux que vous le recommander. Attention cependant, si vous aimez les sagas familiales, si vous cherchez une saga horrifique, c'est pas forcément Blackwater sur lequel il faut aller, mais pour la saga familiale, pour, j'ai dit un mot qui n'existe pas, hein, mais l'addictivité de la lecture, franchement, c'était très très bien et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Monsieur Toussaint L'Ouverture va sortir un autre roman de Michael McDowell d'ici la fin de l'année et je compte bien me le procurer, surtout que c'est la même charte graphique, sauf que le roman est rouge. Si vous ne l'avez pas encore vu, franchement, allez voir sur l'Insta de Monsieur Toussaint L'Ouverture.
Il est magnifique. Je crois que d'ailleurs, on peut même le précommander déjà, ce nouveau roman de Michael McDowell. Et franchement, je vais me procurer également. Il est absolument magnifique. Et donc, comme je disais, moi, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. Donc, je vais continuer à le découvrir avec grand plaisir. On va passer dans toute autre chose. Un autre roman, c'est le premier roman que j'ai lu en juin parce que j'avais envie. Ça fait un moment que j'en ai pas lu de romance. Et donc, bien évidemment, je vais vous parler d'une romance que j'ai lue qui me tentait énormément, qui est parfaite pour l'été. Et c'est L'Anti-Lune de miel de Christina Loren. Et j'ai acheté la très jolie version collector de Hugo Poche. Ici, on va faire la rencontre de Olive et de... je sais plus qui. Je ne sais plus si j'ai le prénom du jeune homme. Donc, Olive, au début de l'histoire, hein, c'est la demoiselle d'honneur de sa sœur qui se marie. Sauf que il va y avoir un petit accident, il va y avoir une petite intoxication alimentaire pendant le mariage. Et Olive va être obligée, entre guillemets, de partir remplacer sa sœur, parce que c'est sa sœur jumelle, en lune de miel. Et elle va partir, je vous le donne en mine, avec le témoin du mari de sa sœur, témoin qu'elle ne peut pas saquer. Hein, voilà. Ils se détestent et donc ils vont être, par le fait, obligés de partir ensemble, faire ce voyage. C'est une romance, je ne vais pas vous spoiler énormément en vous disant que Enemies to Lovers, ils vont finir par tomber amoureux l'un de l'autre. Et franchement, c'était pas bien parti. Hein, j'ai démarré ce roman assez confiante, tout le monde l'a adoré, tu vas passer un chouette moment. Alors moi, j'ai pas énormément d'attente quand je lis une romance. Voilà, je veux principalement passer un bon moment et accrocher au personnage. C'est principalement l'intérêt de cette histoire, hein, des romances surtout. Au début, j'avais un peu de mal. Au début, finalement, la raison pour laquelle les personnages se détestent, je me disais mais c'est pas possible, on peut pas détester quelqu'un pour ça. Enfin franchement... j'avais l'impression que c'était un peu capillotracté, voilà, c'était un peu forcé, il fallait trouver un prétexte, donc on prend celui-là presque le plus ridicule possible. Et je sais pas, peut-être les 20-30 premières pages, je me suis dit, oh, ça va pas le faire, j'ai l'impression de lire une chiclite de mauvaise qualité, j'accroche pas. Et puis j'ai poursuivi quand même, parce que c'est de la romance, que ça se lit bien, et que je me suis dit, au pire du pire, tu le garderas pas, c'est pas grave. Et donc j'ai poursuivi, et finalement... je ne saurais pas exactement vous expliquer à quel moment la bascule s'est faite. Si, la bascule, elle se fait au moment où ils arrivent, en fait. Je ne sais plus où est leur voyage, Maui, voilà, sur une île. Au moment où ils arrivent sur l'île, je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'on perd le côté un peu chiclite raté, voilà, pour partir sur une romance. Et là, on va avoir ces deux personnages qui ne pouvaient pas se saquer, qui vont être obligés, entre guillemets, de se découvrir, de faire des choses ensemble. Et finalement, ils vont se rendre compte qu'ils ont beaucoup plus de points communs et que cette raison débile pour laquelle ils se détestaient, elle est effectivement débile. Et ça, j'étais contente que l'autrice le notifie quand même. C'était une raison complètement crétine et ils vont finir par se rapprocher. Voilà. Et c'est effectivement à partir du moment où ils arrivent sur l'île où j'ai vraiment pris énormément de plaisir à cette lecture et j'ai été complètement emportée. Le personnage féminin m'a un petit peu agacée par moments parce qu'elle a ce gros défaut qu'ont parfois les personnages féminins. Elle tire des conclusions alors qu'elle n'a... Enfin, elle tire des conclusions sans aucune justification. Voilà, c'est complètement improbable, on ne peut pas tirer des conclusions comme ça. Elle a fait quelque chose, elle se dit « Ah, mais il réagit comme ça parce que telle ou telle raison. » Mais en fait, t'en sais rien, meuf. Enfin, tu sais pas pourquoi il réagit comme ça. Si tu lui poses pas la question, tu peux pas le savoir. Et effectivement, elle va se rendre compte que elle a tendance à tirer des conclusions imaginaires, presque, franchement. Elle imagine des trucs alors que le gars, il dit, mais en fait, j'avais même pas vu, quoi. Enfin, voilà, ce genre de choses qui, moi, m'agacent parfois un petit peu, des soucis de communication, vous voyez. Et elle a un petit peu ça au début, elle arrive un peu à s'en détacher au fur et à mesure. Et ça, je trouve ça bien aussi, parce que finalement, ce personnage féminin qui m'agaçait un peu au début, les autrices, elles arrivent à la faire évoluer et ça, c'est plutôt cool. Donc, comme je vous disais, finalement, j'ai adoré ce roman. C'était drôle, c'était frais, c'était mignon. C'était très chou, c'est le genre de romance que moi j'aime. On n'a pas du drama, alors c'est important parfois, il faut aborder des thématiques difficiles, mais là on n'a pas de gros drama, on n'a pas des personnages qui ont été traumatisés par la vie. Moi c'est pas ce que je recherche quand je lis une romance, même si ça peut m'arriver d'en lire. En tout cas là j'avais plutôt envie d'une lecture détente, d'une lecture feel good, d'une lecture pour marquer le début de l'été. Il était parfait pour ça.
c'était drôle, c'était frais. Il y a également des messages assez importants sur le consentement et le respect de l'autre. Le garçon dont j'ai complètement oublié, Ethan. Donc Ethan, qui est donc celui qui va partir en voyage de noces alors qu'il n'est pas marié. Ethan, c'est un bon gars, quoi. C'est un bon mec, c'est un bon gars. Et c'est un beau personnage masculin, vraiment. Donc on a des beaux messages, des belles valeurs, le consentement, le respect de l'autre. On n'a pas de scène de sexe, je ne crois pas. Je réfléchis, mais je crois pas. On a quelques scènes un petit peu sensuelles, mais ça n'ira pas au-delà de ça. Donc ça, c'était aussi plutôt cool. Alors oui, c'est une romance. Oui, ça peut parfois être un peu cliché. Mais franchement, j'ai passé un très bon moment et j'ai trouvé que c'était vraiment super réussi. Et moi, j'en demande pas plus quand je dis ce type de romance. Et voilà, si c'est le genre de romance que vous recherchez, foncez, c'est vraiment excellent. Et pour le coup, je regrette pas d'avoir acheté la version collector parce que franchement, si je l'aurais regretté. Si je l'avais lu en normal, je l'aurais regretté. Là, je suis très contente d'avoir cette version. Et on va terminer par ma dernière lecture. Non, c'est pas ma dernière lecture, mais en tout cas, c'est celle que je vous présente tout à la fin et que j'ai adorée. Vraiment adorée. Ça a été une super lecture. J'ai lu Bad Queen de Magali Lefebvre, publié aux éditions Noir d'Absinthe. C'est un roman que j'ai reçu en service presse, envoyé par la maison d'édition. Et je les en remercie 1000 fois que j'ai passé un bon moment avec cette histoire. Ici, on va rencontrer Violaine. Violaine, c'est une jeune fille au début de l'histoire. Elle vit dans un royaume. Elle est appelée à épouser un homme, vous savez, dans le genre un peu mariage mariage arrangé. Voilà, mariage arrangé pour aider sa famille, voilà, à conserver des terres, etc. Et puis, il va se passer quelque chose et elle va être propulsée dans un autre royaume, dans un autre endroit, et elle va devoir complètement découvrir ce qu'est cet autre royaume et quel va être son rôle dans ce royaume. Ici, c'est donc une réinvention des origines de la méchante reine de Blanche-Neige. Mais une réécriture comme moi je les aime. C'est-à-dire que ici, elle ne part pas du tout de Disney. Elle ne va pas, comme on peut avoir dans les versions de chez Hachette, on part du Disney et puis on bouche les trous, ou on conserve vraiment complètement le film Disney et on fait un petit truc avant, etc. Non, pas du tout. Là, on est plutôt comme dans le modèle de Rose éternelle d'Ophélie Duchemin chez Éditions Plume Blanche. On garde l'idée générale et elle fait sa propre histoire et on va retrouver à un certain moment quelques rappels du film et du conte Blanche-Neige, plutôt le conte originel, il me semble. Donc on va retrouver, mais c'est vraiment, en fait, le conte, il arrive vraiment, je dirais, peut-être dans les 30 derniers pourcents, quoi. Vraiment, il arrive tout à la fin, le conte. Tout le reste, c'est une histoire de fantaisie qui met en scène Violaine et elle va effectivement avancer jusqu'à arriver à devenir la méchante reine. Mais on n'est pas du tout dans le cœur de l'histoire, voilà, comme vous pouvez avoir dans les réécritures de Disney. Pas du tout. Là, on est vraiment dans une réinterprétation complète et on va retrouver la pomme, le chasseur, le mariage parce que la femme du précédent roi est décédée, le lien qui se crée ou qui se crée pas avec Blanche-Neige. Enfin voilà, on va vraiment avoir ça, mais vraiment assez tard. Et je trouve que la manière dont elle l'a utilisé, c'est vraiment bien fait. Donc je trouve qu'on est plutôt ici dans une réinterprétation en mode Rose éternelle, Ophélie Duchemin, plutôt qu'en mode Disney, je ne sais plus comment s'appelle la connexion de Hachette qui réécrit les contes, là, je ne sais plus trop. Voilà, on est plutôt vers Ophélie Duchemin plutôt que vers les réécritures Disney. On a également ici de très belles valeurs, le féminisme, l'indépendance des femmes. On a une très belle histoire d'amour qui à nouveau respecte le consentement et extrêmement respectueuse de manière générale. Une histoire d'amour qui va arriver tranquillement, qui prend son temps, qui est totalement crédible. Et ça, c'était chouette. L'univers, il est vraiment développé, il est intéressant, il est riche. Et je pense que l'autrice, alors je ne sais pas si elle l'a prévu ou pas, mais moi, je trouve qu'il y aurait matière vraiment à développer, pourquoi pas d'autres contes réécrits dans l'univers de Bad Queen. L'écriture de l'autrice, ça se lit vraiment très bien. C'est une jolie briquette, mais ça se lit super bien. Juste un petit bémol, pas du tout sur le fond de l'histoire, parce que ça se lit super bien, c'est très addictif, etc. Et moi, j'ai passé un super moment. Sur la forme, alors je ne sais pas si vous allez voir, si vous allez le voir. En fait, j'ai le surpelliculage du livre qui s'en va. Voilà,
qui se barre. Donc je ne sais pas si c'est que mon ouvrage ou si c'est un problème au niveau de la production. Je ne saurais pas vous dire. Là voilà, je laisse ça aussi. Donc ça s'en va derrière et ça s'en va devant. C'est-à-dire qu'en fait, à force de le manipuler et de le lire, alors que pourtant je suis plutôt soigneuse, bah voilà, on a le pelliculage qui part. Bon, bah écoutez, c'est le fond qui est important après tout. Hein. C'est un petit peu dommage, mais bon, il n'y a rien de dramatique. Mais voilà, c'est un petit peu dommage, je voulais vous le notifier quand même. C'est voilà, un peu dommage quand même. Mais bon, ça n'enlève rien à la qualité de l'ouvrage, à l'excellent moment que j'ai passé. Et je ne peux, moi, que vous recommander d'aller découvrir Bad Queen parce que... Alors, si vous aimez les réécritures de contes, bien évidemment, hein, voilà. Mais plutôt les réécritures façon Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Au cas où vous n'ayez pas compris, je vous le redis. Bref, c'était ma meilleure lecture du mois de juin. Et voilà, je peux que vous la recommander. Et voilà, on est arrivé au bout de ce point lecture. Je vous remercie comme d'habitude de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas également à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui, ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie d'en découvrir certains ou pas du tout. Est-ce que vous aussi, vous avez lu Serpent and Dove et vous avez été déçus? Ça m'intéresse parce que je me sens un peu seule quand même. Hein, avec Dorian, on est un peu tout seul. Je crois pas avoir trop aimé, mais bon. Il en faut pour tout type de lecteur, c'est normal. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre également sur Instagram. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!